Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous suivent quelques secondes à chaque diffusion. Tout d'abord, merci d'être présent pour cette première rencontre qui va ouvrir la saison 2025-2027, la 47e de la CB. Juste une petite précision que je viens de faire, c'est si vous pouviez éteindre vos portables, ça nous facilitera la tâche. Ensuite, je voudrais remercier encore une fois Ali Amran et Talila pour leur prestation cet après-midi dans le cadre des journées portes ouvertes. Remercier bien entendu Samia Ben Salem Oulamara pour d'être présente avec nous aujourd'hui, dont nous présenterons le livre Graines d'Ariane, qui est un premier livre que vous publiez et qui est un récit d'enfance. Il en sera question évidemment tout au long de la journée. Juste une petite précision, puisqu'après tout le monde va partir prendre un pot et se faire dédicacer un livre. Je vous annonce quand même que cette rentrée sur un plan littéraire est relativement riche, puisque nous recevrons le 15 Aïda Amara pour son livre Avec ma gueule d'arabe. Nous recevrons le 29 El Mouhoub, qui est universitaire, économiste, président d'université, et qui publie lui aussi un récit qui raconte sa trajectoire depuis un village kabyle jusqu'à ses présidences universitaires. Ensuite, nous recevrons de manière très éclectique et pour ouvrir tous les débats, Richard Malka, l'avocat entre autres de Charlie Hebdo, qui vient de publier un livre qui s'appelle Après Dieu, avec qui il sera question de savoir pourquoi on peut faire la soumission à la liberté et est-ce qu'il est possible d'inventer une autre transcendance, laïque en l'occurrence, après Dieu. Lui, c'est le 5 novembre. Donc aujourd'hui, on reçoit donc Samia Ben Salem Oulamara pour ce livre, récit Graines d'Ariane, qui est un récit d'enfance. C'est une série de chapitres de ponctuation sur l'école, sur la rentrée scolaire, sur les fêtes, sur les fiançailles, sur le voisinage, sur les commerçants, etc., qui vous permet à chaque fois de décrire une réalité qui est celle d'une fillette au début des années 80. Et à travers ces petits chapitres, c'est aussi l'occasion d'ouvrir sur des thématiques beaucoup plus larges, beaucoup plus collectives, qui sont à la fois sur la question du corps, la question du féminisme, la question bien entendu, des droits identitaires et de la majorité, mais aussi de l'Algérie plurielle, de l'écologie, de la vie, etc. Tout cela, on ne décrira pas tout, mais on en décrira une bonne partie. Alors la première peut-être question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce livre aujourd'hui et comment avez-vous procédé pour rassembler ces souvenirs et faire en sorte qu'ils se ponctuent de telle sorte qu'on ait à la fois un regard d'enfant, empli de tendresse pour ce temps passé, pour cet environnement, pour les personnages que vous évoquez, pas seulement la famille, mais aussi le voisinage, les amis, etc. Et comment vous avez procédé? Tout d'abord, merci à la CB de me recevoir et merci à vous toutes et à vous tous d'être là aujourd'hui. Je vous avoue que je suis un peu stressée, mais malgré que je connais plusieurs d'entre vous. Vous connaissez tout le monde, vous n'avez pas pu arriver chez nous. Depuis l'arrivée des Marronniers jusqu'à ici, il a fait une demi-heure. Et voilà, il y a Danske qui arrive, encore que je connais. Donc, voilà. Donc, comment je suis arrivée à écrire ce livre? D'abord, au fait, quand on se rencontre en famille ou entre amis, on se raconte toujours des histoires d'enfance. On se remémore des histoires d'enfance, on se remémore là par où on est passé et on aime bien échanger sur nos histoires d'enfance. Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui raconte quelque chose, l'autre surenchérit et raconte quelque chose d'autre. Et c'est vrai que moi, il y avait un ami, il y a des amis, quand je leur raconte certaines choses, ils me disent « mais pourquoi tu les écris pas ?» Et à chaque fois, on me dit « pourquoi tu n'écris pas ?» Je dis « qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Qu'est-ce que je vais écrire ?» D'abord,
pour moi, l'écriture, pour être écrivain, il faut être formé ou je ne sais pas quoi, mais il faut savoir écrire. Donc, ce qui me posait problème, c'était comment je vais commencer le livre et comment je vais le terminer. Donc, un jour, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et j'étais dans une période où j'avais besoin de transmettre toutes ces choses-là qu'on se raconte à l'oral. Je voulais les fixer dans ce livre-là. J'avais envie de les transmettre à cette nouvelle génération, à mes neveux, à mes nièces, et qu'ils sachent par où nous on est passé, eux, d'où ils viennent. Donc je voulais leur transmettre cette vie-là que nous on avait vécue et sur laquelle eux au fait ils en entendent parler, mais c'est pas dans un livre. Donc je voulais écrire et leur laisser ça. C'est dans un souci de transmission finalement. Après, je me suis mise un peu, c'était un petit peu drôle pour moi d'écrire tout ça. Et j'ai commencé à écrire le début et à écrire la fin du livre. Et après, à chaque fois que je me remémorais un souvenir, je l'écrivais d'une façon vraiment désordonnée. J'ai écrit d'une façon désordonnée. À chaque fois que je me rappelais quelque chose, à chaque fois que j'avais envie d'aller sur un sujet, parce que ce ne sont pas seulement des souvenirs d'enfance, c'est aussi des sujets de société que j'ai traités dans ce livre-là, Graines d'Ariane, et j'ai voulu aller sur ces sujets-là, donc il fallait ouvrir des portes pour aller sur ces sujets. Donc voilà, donc dès que je me dis, voilà, je voudrais bien parler de telle chose, mais il fallait que je trouve une porte par où passer pour parler de ce sujet-là. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui, oui. Vous avez répondu, c'est-à-dire que ce n'est pas les souvenirs qui ont été premiers, ils ont été sollicités, mobilisés, parce que vous aviez envie de parler d'un certain nombre de thématiques. Et peut-être que ça rejoint le choix du titre, parce qu'on connaît le terme, la locution fille d'Ariane, mais vous l'avez détourné en graine d'Ariane. Quelle est la différence? Le fil d'Ariane renvoie aux origines, etc., le fait de ne pas se perdre dans un labyrinthe et de retrouver son chemin pour revenir aux sources. Mais dans la notion de graine, on a l'impression que c'est comme si vous vouliez aussi montrer ce qu'une des préfacières dit, c'est que cette enfance va vous inscrire plus tard en tant que femme dans un mode d'être, dans un mode de vie, dans un mode de rapport au monde. Alors, il y a cette notion-là de retrouver son chemin avec Ariane. Après, il y a la dimension de semer des graines, parce qu'aujourd'hui nous sommes là, demain nous ne serons pas là. Donc il faut semer ces graines-là pour qu'elles se renouvellent à l'infini. Et ça parle, ces graines-là, ça parle un peu d'identité quand même. Beaucoup, oui. Beaucoup d'identité qui doit être, qui doit se renouveler à l'infini. Aujourd'hui, nous sommes ici, demain nous ne serons pas là. Est-ce qu'il y aura encore des gens qui vivront en tant que berbères, en tant que kabyles, ou est-ce que demain ils ne seront plus là, et est-ce que demain
ils sauront pas, ils n'auront aucune référence sur cette identité-là. Moi, j'ai eu la chance la société, bien sûr, elle évolue, mais il y a certaines choses auxquelles on tient et il faut qu'elles restent. C'est l'identité et certaines traditions, bien sûr, positives, parce qu'il y a certaines traditions qui ne le sont pas. Donc, je pense qu'il faut les mettre à la trappe, mais il faut qu'on soit dans la continuité. Et je vous avoue que moi, j'aime beaucoup les graines, tout ce qui est graines. D'ailleurs, même quand je mange un fruit, je ne jette jamais le pépin. Vous en trouverez toujours dans ma poche ou dans mon sac, il y en a toujours. Parce que la graine, elle donne toujours quelque chose et c'est positif aussi. Le titre du livre, je vais vous faire une confidence. Autant j'ai eu de la facilité à écrire, autant j'ai eu de la difficulté à trouver un titre. Parce que je ne voulais pas justement enfermer ce livre-là dans un titre. Sauf que les graines, finalement, c'est pas un enfermement. Quand on plante des graines, ça donne toujours quelque chose, ça pousse, c'est magnifique, ça donne plein de belles choses. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, Graines d'Ariane. On me pose toujours la question, comment ça, cette fille-là d'Akbou qui choisit un titre pareil, Graines d'Ariane, alors que à l'intérieur. Au fait, le livre, il interpelle beaucoup. Il y a le titre qui interpelle, il y a la photo que j'ai choisie pour le livre aussi qui interpelle. Donc la photo du livre, c'est une photo du grand photographe Farhat Bouda. Donc c'est la robe de sa grand-mère. Et en allant dans une de ces expositions, je suis tombée amoureuse de cette photo. Et je me suis dit, cette photo, c'est un peu comme la société kabyle. Des fois, elle cache tout, mais on sait quand même ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits, mais quand même on sait ce qu'il y a derrière. Donc quand vous voyez, on voit bien que c'est la robe d'une vieille dame, on voit bien que c'est la main d'une vieille dame, on sait qu'il y a une femme derrière. Et donc, voilà un peu la symbolique de cette photo, comment je la vois moi. Et en parlant de fil d'Ariane, la robe, elle est étendue sur un fil. Donc, il y a toujours cette notion-là de fil qui revient. Et ce fil, moi, j'ai tiré sur le fil de mes souvenirs pour pouvoir écrire sur ce livre-là. Donc, c'est comme si j'avais tiré un fil et que ce fil-là avait ramené plein de souvenirs qui sont les miens et qui peuvent être aussi les vôtres, parce que c'est une mémoire personnelle, mais c'est une mémoire collective aussi. D'ailleurs, les personnes qui ont lu Graines d'Ariane me disent je me suis retrouvée à tel chapitre, je me suis retrouvée à tel autre chapitre. Donc le livre maintenant, il n'est plus mien, il est à toutes les personnes qui le lisent, qui se retrouvent dans ce livre. Je vais vous proposer une première lecture.
notre directeur. Oui, ça a coupé là, je crois. Un premier passage qui est plutôt plein de tendresse. C'est pas grave, je continue à parler même si je suis censuré. Donc, un premier passage qui, à mon avis, donne aussi le regard de tendresse que vous avez sur cette période, sur les personnages dont vous parlez, sur l'environnement qui était celui de vôtre, la fillette. Je commence. Dans notre rue, nous étions solidaires. Nous étions comme une grande famille. Les enfants respectaient les adultes et les adultes défendaient les plus jeunes. Personne ne fermait sa porte à clé. Les enfants pouvaient rentrer dans toutes les maisons du quartier. Il suffisait de saluer à haute voix pour s'annoncer. Lors d'un décès, tout le monde s'activait pour recevoir les personnes qui venaient présenter leurs condoléances. On installait des chaises devant la maison du défunt. On ouvrait les garages pour que les hommes s'abritent en cas de forte chaleur ou de pluie. Dans chaque maison, les femmes cuisinaient des plats qu'elles envoyaient dans la maison qui portait le deuil. Quand on avait une fête, on allait emprunter chez les voisins de la vaisselle, surtout les grandes louches, les grosses marmites et les grands couscoussiers dans lesquels on faisait les repas. Quand il y avait un malade, celui qui avait une voiture n'hésitait pas une seconde à l'emmener chez le médecin ou à l'hôpital. Quand quelqu'un avait besoin d'une transfusion, tous les hommes allaient à l'hôpital pour faire un don de sang, peu importe son groupe sanguin. Ça servirait certainement à quelqu'un d'autre. L'important, c'est d'être là, ça rassure la famille. Mon père était très sollicité, car il était du groupe O Résus positif. Il arrivait qu'on vienne toquer à notre porte pour demander à papa s'il pouvait venir donner un peu de sang. Il prenait sa veste et y allait sans attendre. Dans notre jardin, il y avait 5 citronniers. On distribuait la récolte à tous les voisins. Au printemps, on venait y cueillir des fleurs pour décorer les voitures des mariés. Mon père avait la main verte, comme vous apparemment, et il aimait les fleurs. Nous avions l'un des plus beaux jardins du quartier. Nous, on allait chercher chez les voisins de la menthe ou du laurier et certaines fois des tomates ou des poivrons. Le voisin d'en bas nous donnait du fumier qu'on utilisait comme engrais. Dans notre quartier, tout le monde balayait devant sa porte. Dans notre quartier, il faisait bon vivre. Je pense que ça donne un peu aussi parce qu'on va parler de choses un peu graves, sérieuses, parce qu'il est aussi question de choses effectivement de thématiques larges, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais il y a un ton, c'est le ton du livre, c'est-à-dire c'est un rapport de tendresse avec cette histoire et avec celles et ceux que vous pouvez vous raconter, dont vous donnez le portrait, y compris parfois des personnages pas très positifs. Mais enfin, pour le moment, ce qui m'intéresse là, c'est le côté très tendre et très... on va y arriver, Bon, le côté, c'est ce rapport très tendre avec vos personnages en particulier. Oui, parce que je regarde avec beaucoup de tendresse aussi, et je suis allée sur des sujets très lourds, mais avec un style très enjoué, très... Je voulais pas que ça soit un livre, quand on sort de sa lecture, qu'on se sente mal ou voilà. Donc même si il y a des passages très tristes, même s'il y a des passages, voilà, je voulais aller sur les sujets d'une façon positive. Et ces personnes-là, et là, le passage que vous avez lu, et il faut savoir que quand je fais une conférence, je ne choisis jamais les passages qui vont être lus. Je laisse la personne qui fait la conférence choisir elle-même, parce que chaque personne est touchée par un chapitre. Vous n'allez pas tous ou toutes être touchés par le même chapitre. Donc là, je voulais parler de cette société qui était solidaire, de cette société où il faisait bon vivre, dans cette société où on était tous comme une grande famille, où on partageait tout, on partageait les bons moments, on partageait aussi
les mauvais moments de la vie, quand il y a un décès, c'est tout le monde qui se mobilise. D'ailleurs, avant, je ne sais pas maintenant comment ça se passe en Kabylie, mais quand il y avait un décès, ceux qui ont un décès chez eux, ils ne font pas la cuisine. C'est tous les voisins, toute la famille qui va faire à manger et qui va ramener dans cette maison-là. Je voulais souligner cette... comment dire... je ne sais pas comment la dire. Entraide, solidarité. Cette entraide, cette solidarité entre les voisins, entre les voisines. Il disait que avant on ne fermait pas nos portes à clé. Donc moi quand je suis venue en France, je suis venue après la décennie noire, j'ai habité une ville à Touveres, où il y a eu quand même du terrorisme, où aux fenêtres et aux portes, il y avait, on mettait des portes en fer, des grillages. Et quand je suis arrivée en France, les premiers jours, je n'arrivais pas à dormir parce qu'il n'y avait pas de barodage aux fenêtres. Et parce qu'il n'y avait pas de double porte en fer. Et dans mon enfance, il n'y avait pas du tout ça. Il n'y avait ni de porte en fer, ni de barodage, il n'y avait rien. Et on ne fermait jamais nos portes à clé. Moi, je me rappelle que quand j'allais chez mes grands-parents ou chez les voisins, il fallait juste toquer ou même pas rentrer. Et on rentrait partout, surtout les gamins, ils peuvent rentrer chez tous les voisins. Et malheureusement, ce n'est plus le cas maintenant parce qu'on voit que la société elle est devenue individualiste d'abord et qu'il y a il n'y a plus le bon vivre qu'il y avait à l'époque. Et ça me manque beaucoup. Et la dernière fois que je suis partie dans le village de Nouro Damara et que j'ai été rendre visite à ma belle-mère dans un petit village de Kabylie qui s'appelle Koukou, le royaume de Koukou, eh ben, avant, on rentrait direct. Maintenant, il faut frapper à la porte en fer et des fois, on ne vous entend pas. Il faut prendre une petite pierre et taper jusqu'à ce qu'on vous entende pour venir vous ouvrir. Mais ça n'existait pas à l'époque. Et maintenant, les pays où il fait bon vivre, où on laisse encore sa porte ouverte, c'est les pays scandinaves. Alors qu'en Kabylie, c'était ça à l'époque. Donc je regrette cette période-là. Oui, mais c'est quand même écrit sans trop de nostalgie ni de larmes. La chose est traitée avec quand même beaucoup de distance et de manière encore une fois enjouée. J'ai l'impression que la lecture fait que le plaisir et le bonheur de cette enfance priment sur toutes les difficultés et les choses graves que vous racontez. Alors je vous propose de faire comme vous avez fait finalement, c'est-à-dire on va partir de 2-3 thèmes qui sont présents dans le livre, et, bon, je les ai sélectionnés, il y en a d'autres, mais partir de ces thèmes pour évoquer des souvenirs dont vous parlez dans votre livre. Alors, avant même la question de l'identité et de la mazérité, je crois que le plus important dans ce livre, c'est la question du droit des femmes et de la place des femmes dans cette société. Et le premier souvenir qui aborde cette question, c'est le chapitre qui ouvre le livre, c'est celui de l'école, une école qui porte le nom d'une femme, et ce qui a surpris la fillette que vous étiez. Et oui, parce que nous, quand on était gamins, d'abord, on ne disait pas le prénom de nos mères. Ça restait à la maison.
Et quand on se chamaillait avec les gamins de notre petite ville, pour les embêter, on ramenait de la craie, on écrivait le prénom de leur mère sur les murs. Donc ça faisait toute une bagarre et une bataille. Donc eux, ils venaient effacer le prénom de leur mère qu'on avait écrit sur le mur ou par terre. Et voilà, on ne dit pas le nom de notre mère, ça reste à la maison. Et donc, je vais à l'école et je vois sur le fronton de mon école primaire Daniel Mine. Donc, Daniel Mine, je ne sais pas qui est Daniel Mine. Et je vais voir mon père parce qu'à l'école, personne ne nous a dit qui était Daniel Mine. Donc, j'ai demandé à mon père, je lui ai dit, c'est qui ce Daniel Mine? Il me dit, mais non, Daniel Mine, c'est une femme. C'est une femme, mais je me disais, comment ça se fait qu'une femme, il y a son nom qui est écrit sur le fronton de l'école et on lui a fait tout ça, on lui a rendu tout cet hommage-là et elle avait le droit d'avoir son nom inscrit sur le fronton de l'école. Alors que nous, nos femmes, elles restaient à la maison, elles ne sortaient pas, elles n'avaient pas tous ces droits-là. Et les seules, les trois femmes qui étaient enseignantes à l'époque, à l'école primaire, les Akboussés qui sont là, les connaissent, c'est Madame Maïbech, Madame. Il dit oui, il la connaît. Madame, comment elle s'appelle? Rappelle-moi son nom. Les Marawi. Ah ben voilà, Madame Marawi. Madame Rachel. Madame Chabi. Voilà. Est-ce que c'était bien vu? Pas vraiment, mais Madame Maïbech, oui, parce qu'elle était française. Elles n'avaient pas le même statut. Donc, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces différences-là. Quand on a 5 ans, on ne comprend pas pourquoi il y a ces différences de traitement entre les femmes. Pourquoi nos mères n'avaient pas tous ces droits-là. Et donc, je disais dans le livre que comment cette femme avait pu avoir son nom sur le fronton de l'école et que nous, à la maison, nos mamans étaient des ménagères, des reproductrices et leur rôle se résumait à ça, même si quand on creuse, finalement, il ne se résumait pas qu'à ça, parce que les femmes aussi commandent à la maison. D'ailleurs, je dis bien que une femme, moi à l'époque, chez nous, mon père, il travaille, ma mère, elle ne travaillait pas. Quand il ramenait son salaire, il le donnait à ma mère. Et mon grand-père, quand il ramenait son salaire, il le donnait à ma mère. Pas à ma mère, à sa femme, à ma grand-mère. Et quand l'homme réussissait et qu'il avait construit, parce que c'est la femme, finalement, qui a bien géré les finances de la maison, la femme, elle dit, venir à Sahara. Même si c'est pas elle qui a gagné l'argent, mais c'est elle qui a bien géré, finalement. Hein. Donc voilà, quand on est petit, on n'arrive pas à bien comprendre. Moi, je voulais aussi que ma mère sorte et aille faire les courses, elle, mais il n'y avait que les quelques Françaises qui habitaient Akbou à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Madeleine ou de Madame Cécile, qui avait le droit d'aller partout, mais pas ma mère. Et pour moi, c'était une injustice. Et je voulais que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Alors, ce thème est illustré par beaucoup de souvenirs. Je renvoie les lecteurs ou les futurs lecteurs au livre, notamment la salle d'attente chez le dentiste ou
la question des fiançailles ou la tante qui veut conduire à Alger mais pas à vous, etc. Et bien, il y a un personnage qui traverse aussi le récit, c'est Fallujah. Qui était-elle? Je vous dis en kabyle. Fallujah Tabondé. Vous savez pourquoi Fallujah c'était Tabondé? Parce que Fallujah, elle en avait rien à tirer de la société. Elle sortait pour prendre l'air. Elle mettait un pantalon blanc et en plus de ça, elle mettait des lunettes de soleil. À l'époque, nous fait qu'il met des lunettes de soleil. On ne sait pas, elle a mis des lunettes de soleil pour se protéger les yeux. Bon, on dit ça bon, et en plus, elle mettait un parfum en courant. Et elle était belle, elle mettait du rouge à lèvres bien rouge. Et donc, elle sortait pour faire des courses, ou voilà, donc Fallujah était très très mal vue. Et finalement, quand on grandit, et nos mères, elles nous disaient, si tu rencontres Fallujah, attention, tu vas parler avec elle. Si Matoulat Fallujah, tu la trottoir. Et oui, après, quand on grandit et qu'on arrive à cet âge-là, on dit, mais finalement, Fallujah, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Finalement, rien. Donc on lui a collé une étiquette, alors que la pauvre, elle n'avait rien fait. Mais quel Akboussia allait se marier avec Fallujah? Aucun. Donc j'ai dit que, finalement, elle a accepté de se marier avec un émigré tout fripé et tout friqué. C'est ça. C'est ça, oui. Alors, sur ce thème, il est souvent question de persiennes, de murs, de persiennes. Vous dites, regardez par les persiennes, notre seule distraction pendant l'été, ou de murs. On écoute un concert à travers les murs de la maison, etc. Mais je vais vous lire un passage qui m'a semblé incroyable. Et vous allez me dire si c'est de la fiction ou si c'est du réel. C'est sûrement du réel, mais c'est pas grave. À la récréation, on l'avait retrouvée dans la cour, on l'avait entourée, on lui avait demandé pourquoi elle avait été si insolente avec M. Belaïd, qu'on aimait toutes. Belaïd, c'est le professeur. Mais vos mamans ne vous ont rien dit, c'est l'élève qui parle. Dit quoi? On ne comprenait pas ce que nos mamans auraient dû nous dire. Vous allez me remercier quand je vous le dirai. Dire quoi? Parce que, c'est vrai que là, j'ai introduit, mais cet élève, on lui a demandé de se déplacer dans la classe, et pour se déplacer dans la classe, elle a pris sa chaise. Elle tenait absolument à prendre sa chaise pour ne pas s'asseoir sur une autre chaise. Et donc, si jamais vous vous asseyez sur sa réponse, si jamais vous vous asseyez sur la chaise d'un garçon, vous allez tomber enceinte. On s'était écrié à l'unisson. Quoi? Oui, c'est ma mère qui me l'a dit. Ne vous asseyez jamais sur la chaise sur laquelle s'est assis un garçon. Vous ramenez la honte dans vos familles et vous aurez des bébés moches. Si vous n'avez pas le choix, vous dépliez votre mouchoir et vous recouvrez avec la chaise, mais c'est quand même risqué. Nous étions terrorisés et solidaires avec elle. Nous avions toutes décidé de l'aider à écrire ses punitions. Depuis ce jour, plus de bavardage en classe. Nous devions éviter de risquer de nous retrouver dans cette fâcheuse et honteuse situation. On commençait sérieusement à douter des compétences de notre professeur de sciences naturelles. Il ne devait pas tout savoir. Je me demandais pourquoi ma mère ne m'avait rien dit. Peut-être qu'elle ne savait pas. Alors cette histoire, elle est vraie. Mais oui, mais bien sûr. Quand un garçon s'asseyait sur une chaise, on ne s'asseyait pas sur la chaise sur laquelle c'est un garçon. On déplie notre mouchoir et on s'assoit. On ne sait jamais. Oui, parce que il y a plein de sujets qui sont tabous et que personne ne nous expliquait les choses.
personne ne nous disait les choses. Donc après, dans l'esprit d'une petite fille, voilà, donc son esprit vagabond s'imagine des choses. Si, même ici en France, dit n'embrasse pas un garçon, sinon tu vas tomber enceinte. Et ben nous à l'époque, il fallait pas qu'on s'assoie sur la même chaise que les garçons. Donc quand M. Belaïd lui a dit de changer de place, elle a dit non, il n'en a pas question, parce qu'elle était très bavarde à l'école. Donc il lui a demandé de changer de place. Au départ, elle a dit non. Finalement, elle a trouvé une idée. Elle a pris sa chaise et elle a voulu changer de place avec sa chaise. Et le prof, il lui dit qu'il ne lui a pas demandé de déménager la classe. Finalement, comme elle a refusé de changer de place sa chaise, elle s'est retrouvée chez le directeur qui lui avait donné des punitions à écrire. Je ne serai plus insolente, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle jamais des punitions. Ah, vous avez vu. Et après, il fallait écrire ça 1000 fois. Donc, on l'a aidé à les écrire. Et ça, c'est une éducation aussi qu'il faut avoir à l'école. Maintenant, ici en France, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais pas sur... voilà, donc il faut avoir une éducation sexuelle, que les enfants, il faut qu'on leur dise les choses, comment ça se passe. Et voilà, parce que c'est des tabous, on n'en parle pas. Moi, j'ai voulu en parler en passant par cette petite fille et dire que il faut dire les choses aux enfants. Et aux jeunes filles, là, c'était des petites jeunes filles, il fallait leur expliquer les choses au lieu de s'imaginer plein de trucs. Alors l'autre thème important du livre, c'est bien entendu la question identitaire, l'identité amazigh. La première chose qui saute aux yeux, c'est la présence de nombreux mots kabyles ou d'expressions kabyles dans le récit. C'est une démarche que j'imagine à la fois pédagogique, militante, mais ça traduit aussi, sans doute, l'ambiance du livre. Cette présence de mots kabyles dans le texte. Ils sont nombreux, hein, c'est pas oui. Et oui, en fait, parce que des fois, je vais vous raconter une histoire. J'ai une cousine qui avait un copain qui était arabophone. Elle en était très amoureuse. Et à un certain moment, elle m'a dit non, Daïn, je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit parce que quand il m'énerve, j'arrive pas à tout lui dire. Si je dois tout lui dire, il faut que je lui dise en kabyle. Donc, moi, c'est un peu ça dans ce livre-là. Il y a des choses. Vous n'avez pas écrit énervé quand même. Comment? Vous n'avez pas écrit énervé quand même. Okay. Vous n'avez pas écrit énervé quand même. Mais non. Jamais. Jamais. Et donc, il y a certaines choses que je ressens en kabyle, j'avais besoin de les écrire en kabyle. J'avais besoin de les écrire en kabyle, donc je les ai écrites en kabyle. Et c'est aussi pédagogique parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui lisent en français et en arrivant à une phrase en kabyle, il va certainement la lire facilement et ça va peut-être lui donner l'envie d'apprendre à écrire en kabyle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin du livre, j'ai mis l'alphabet pour faciliter la lecture et pour amener les gens aussi à se dire tiens, finalement, c'est facile, c'est pas aussi sorcier que ça. ماشي زعما غادي تحفظها غادي دار وسط قبيليت زعما غادي تحفظها غادي تكتبها وسط قبيليت. Et c'était dans ce but-là. J'aurais pu l'écrire en kabyle complètement, mais j'avais ce besoin-là de l'écrire en français parce que
C'est la première langue avec laquelle j'ai commencé à lire des livres. C'est la première langue que j'ai appris après le kabyle. Et mes neveux et mes nièces, malheureusement, au Qarnar Sqbayli. Donc ce livre, il leur est destiné aussi. Et je voudrais qu'ils le lisent. Et c'est pour ça que j'ai écrit en français. Alors revenons à la petite fille. On va choisir 2-3 souvenirs qui illustrent ce thème identitaire. C'est là, avril 80. La petite fille, elle a quel âge là? J'avais 8 ans. 8 ans. Donc qu'est-ce qui se passe en avril 80 pour une fillette de 8 ans? Eh ben, la fillette de 8 ans, elle ne comprend pas. Parce qu'on lui parle aussi de Dieu qui nous a créés, et qui nous a créés Kabyle, et qui nous a créés Berbères. Pourquoi on vient s'opposer à nous? Pourquoi on nous dit, pourquoi on nous interdit d'être nous-mêmes? Donc cette petite fille, tout est facile dans sa tête, on est Kabyle, et puis c'est tout. Pourquoi ça pose un problème? Pourquoi ça pose un problème? Finalement, non, ça pose réellement un problème. Ça posait un problème pas parce que quand on grandit dans cette petite ville-là, d'Akbou, on connaît Tezmet, tout ça. Notre environnement, c'est que celui-là. Hein, on ne sait pas qu'il y a autre chose. On veut vivre en tant que nous-mêmes. Il y a des ratés. Mais vous m'avez entendu ou pas? On parle de la question identitaire. Et ça y est, on est censuré. C'est un coup de Slimani. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est lui. Donc oui, c'est tellement simple dans la tête d'une enfant et finalement c'est pas aussi simple que ça. Donc on avait compris qu'il y avait un problème, que c'était très grave parce que ma sœur, qui me dépassait de 8 ans, donc elle nous emmenait à la cave, alors que la maison elle était grande, et elle nous apprenait à écrire nos prénoms Tifina. Et dans ma petite tête d'enfant, je me dis pourquoi on doit aller à la cave pour apprendre à écrire notre prénom en Tifina. Et donc, j'entends mes grandes sœurs parler à basse voix et à dire qu'il y a un professeur d'université et un monsieur qui s'appelait Shtalem Shaker qui avait été emprisonné parce qu'ils allaient faire une conférence sur la poésie ancienne kabyle. Ben oui, mais moi dans ma tête, ils les ont emmenés à la wilaya, ils ont arrêtés. Et ben dans ma tête de petite fille, j'avais très peur qu'ils viennent prendre ma grand-mère. Et toutes les vieilles de ma petite ville, parce que toutes elles connaissaient des poèmes anciens. Donc, pour moi, c'était un non-sens. Pourquoi on allait arrêter Mouloud Mamri? Dans ma tête, on allait vraiment venir arrêter même ma grand-mère parce qu'elle connaissait plein de poèmes anciens. Voilà. Est-ce que ça marche? Ça marche? Je suis sourd. Alors, l'autre souvenir sur cette question identitaire, ça marche plus. C'est moi qui dois tout casser. Il est parti, il s'est sauvé. Non, il est parti chercher notre micro. Non, il arrive.
L'autre souvenir qui nous ramène à cette question identitaire et à la basalité, c'est un séjour à Alger. Alors, il y a un certain nombre de choses qui éveillent effectivement la conscience de cette petite fillette. C'est d'abord le voyage, un certain nombre de choses tout au long du voyage qui lui sautent aux yeux. Et puis il y a une discussion avec ses deux cousines qui sont, elles, d'Alger, algéroises, et qui parlent l'arabe populaire d'Alger. Juste avant de partir à Alger, donc à Akbou, il y a eu des jeunes pendant les événements de 80 qui ont été arrêtés. Et ces jeunes-là, leurs noms sont gravés dans ma tête. Je ne les ai jamais oubliés. Et leurs noms, on les disait, quand on parlait d'eux, on baissait d'un ton. Quand on disait Benanoun, quand on disait la Marie, comment ils s'appellent, Jamel Sinati. Donc ils ont été emprisonnés en 80. Donc quand on parlait d'eux, on disait leur nom vraiment à voix basse, parce que voilà. Et nous, petites filles, c'était nos héros. Et voilà, donc ils n'avaient rien fait pour nous. Pourquoi ils allaient être emprisonnés? Donc oui, je vous ai dit que quand on est petit, notre environnement, il est très restreint. Il est restreint à la ville dans laquelle on vit. Et des fois, on va à Sédouk ou à Tazmelt ou à Yersalam parce qu'on a de la famille là-bas. La frontière, elle est vraiment kabyle. Nos frontières, elles sont kabyles. Et quand on allait à Alger, déjà, il faut un chouba. Ah bah oui, attendez, on allait à Alger, il fallait se faire beau et tout ça, le parfum et tout. Et c'est comme si on allait dans un autre pays où voilà, c'était très loin, les routes ne sont plus ce qu'elles sont maintenant. Maintenant, il y a des autoroutes et tout. Aller d'Akbou jusqu'à Alger, à l'époque, il fallait 4 heures avec les virages et plein de... Voilà, donc on arrive à Alger, on se fait beau et tout. Donc, on rencontre nos cousines chez mes grands-parents qui arrivent. Sauf qu'on voulait jouer avec elles, sauf qu'on ne les comprenait pas du tout. Nous, on parlait le kabyle, on était des betraites d'Albled, et elles étaient des Algéroises. Et donc on se comprenait pas trop, sauf que on était contente parce qu'on a été à l'école, on a appris l'arabe, et donc pour un peu discuter avec elles, on leur a dit, je l'ai dit en arabe. Dans le livre? La phrase, là, voilà, donc on voulait leur dire qu'on avait vu un beau lapin chez quelqu'un de la famille, donc pour discuter avec elle, on leur a dit Ra'ayna ardabun jamilun. Et donc elles étaient mortes de rire comme vous, là, maintenant. Et donc nous, on était contentes, on avait appris l'arabe quand même à l'école, et elles nous ont dit non, mais c'est pas comme ça qu'on dit. On dit je sais pas. Mais c'était encore, ça veut dire qu'il fallait encore apprendre une autre pour parler avec nos cousines. Et nous, on croyait qu'on avait déjà appris l'arabe. Bon, c'est pas grave, mais on a joué, finalement, on a fini par jouer avec nos cousines. Et en chemin à Alger, on passe par un petit village de la wilaya de Touvirat qui s'appelle Arafor.
Donc à la fois, c'est un village de résistants. Donc partout, ils écrivaient, ils mettaient des insignes berbères sur les murs. Et nous, quand on voyait cet insigne berbère-là, maintenant vous le portez à votre cou et tout ça, mais à l'époque, c'était pas... on ne pouvait pas porter un insigne berbère comme ça, tout content, sans aller en prison. Donc on se disait, et on comptait combien d'insignes berbères on avait vu sur les murs. On disait, après, des fois, Imaziran. Parce que le mot Imaziran berbère, il était tabou à l'époque. Donc, on était trop contents de voir ça et ça nous donnait de la force, ça nous donnait de l'énergie. En fait, identitairement, on se sentait fort. On était des Amazirs, on était des Berbères. Et donc, quand on arrivait à Alger, nous, on a vécu les manifestations à Akbou d'avril 80. Donc, les jeunes, ils avaient complètement détruit la Kasma d'Akbou. Et on allait jouer là-bas. Et donc, comme nos cousines nous avaient appris une nouvelle langue, nous, on leur a appris à manifester. Donc on courait sur la terrasse, on disait Imaziran, chez les Wimzoran ou Imaziran, Analos Walenkino. Et donc ma tante catastrophée, elle vient, elle nous arrête, elle nous dit ça va pas, les voisins ils vont nous entendre. Parce qu'à Alger, à l'époque, c'était pas facile de dire que quand on était kabyle, que les gens parlaient en kabyle, et voilà. Donc je pense d'ailleurs à Smaïl Medjber, à la fameuse revue Etij, c'est ça, Hayat? C'était Etij ou c'était Etij? Voilà. Donc je pense à eux, parce qu'ils étaient à Alger, et ils sortaient à la maison cette petite revue qui était écrite en Tifinagh, et voilà. Je parle beaucoup, mais c'est important de dire les choses. Donc ma tante est venue nous voir, elle nous dit ça va pas, non, les voisins ils vont vous entendre, vraiment, la police elle de Guinée. Et elle nous a dit, vous prenez pour des Fad Mansouma. Et après le soir, on a demandé qui était Fad Mansouma. Voilà. Un dernier souvenir sur cette thématique, c'est le cadeau. Ah oui. Le cadeau. Je pense qu'il est important d'en dire deux mots parce que ça introduit sur un secteur beaucoup plus large que celui de la chanson. Et de son rôle dans les prises de conscience identitaire à l'époque. Le cadeau maintenant, la dernière fois j'ai croisé un monsieur avec sa fille, il m'a dit hier c'était son anniversaire, je lui ai dit ah bon c'est génial, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? Elle m'a dit j'ai eu un iPhone 15 ou je sais pas quoi. 77. Maintenant il y a des iPhones transparents. Et nous, on avait un cadeau pour toute la famille. Voilà, si on avait des petites barrettes, on était hyper contentes. Et ça, je veux vraiment que mes neveux le sachent et tout, parce que je les trouve trop exigeants aujourd'hui pour les cadeaux. Donc, avant de parler de ce cadeau qui est vraiment... dans le livre, il est masculin. On dit le post-cassette. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà la musique, c'était plus les garçons qui écoutaient la musique, qui écoutaient certains chanteurs. Et un jour, ma soeur était professeure de musique et elle avait une guitare. Et il y a un petit garçon qui est venu à la maison, dans le Shtahak et Guinée,
يريد أنا وثو جيتارة كينا أنا غاس جيتارة كينا نحيت يريد من بعد تقشيش جيتارة. Donc cette radio cassette, c'est pour ça que c'est le radio cassette dans le livre. C'est le radio cassette. Donc cette radio cassette, tout le monde avait, on avait dans le quartier, nous on n'en avait pas encore. Déjà qu'on avait la télé, c'est génial. Après, mon père, on avait le tourne-disque. Avant, c'était les disques et les tourne-disques. Et un jour, il est arrivé très tard, il nous a offert le radio-cassette. Il nous a offert le radio-cassette et il nous a dit, c'est pas la peine de c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille, et il nous a offert des cassettes vierges. Chacun, il va enregistrer les chansons qu'il aime sur ces cassettes. Donc cette radio-cassette était une sorte d'évasion vers l'extérieur, et puis le réveil identitaire est beaucoup venu par la chanson. Donc c'est comme ça que on a pu écouter les chanteurs engagés, ceux qui ont réveillé les consciences. Donc ce cadeau-là, c'était le plus beau cadeau qu'on ait pu avoir. Maintenant, peut-être que au fait, vous n'arrivez peut-être pas à avoir la joie qu'on a eue d'avoir ce cadeau, mais pour nous, c'était le plus beau cadeau qu'on ait pu avoir. Et dans le livre, ça introduit effectivement un certain nombre de chanteurs célèbres depuis, Farhat, Itflaouane, etc. Mais aussi, surtout, Malika Domran. Alors, Malika Domran, elle est souvent présente et citée dans le livre. Et elle doit faire un concert à Akbou. Je vais vous lire un passage. Sur la place d'Akbou, une scène avait été installée. Un concert allait y être donné le 20 août pour commémorer le congrès d'Assoumam. La chanteuse prévue pour l'occasion était déjà une diva, Malika Domran. Nous étions surexcités, on courait dans tous les sens. Mes grandes sœurs avaient lavé les persiennes, des fenêtres qui donnaient sur la rue, car la veille, il y avait eu un vent de sable. Je me demandais pourquoi elles gaspillaient ainsi l'eau qu'on avait ramenée de l'école des filles. Mon frère et mes cousins s'étaient préparés pour le concert, mes grandes sœurs aussi, mais elles avaient passé toute la soirée les oreilles collées aux persiennes pour tenter d'entendre quelques bribes de musique ou de voix que le vent voudrait bien transporter. On entendait les percussions au loin, on croyait reconnaître telle ou telle chanson. Les garçons n'avaient pas voulu nous emmener avec eux, et ce, malgré notre jeune âge. Les voisines avaient subi le même sort que nous toutes. À la fin du concert, les hommes rentraient chez eux, joyeux. Mes sœurs étaient toujours accrochées à la fenêtre pour écouter les conversations des hommes qui passaient. Quand mon frère arriva enfin, elle lui avait posé 1001 questions. Alors, c'était bien. Elle était habillée comment? Il y avait du monde? Il y avait des femmes? Oui, il y en avait une. Et là, vous citez un extrait de la chanson, qui avait, alors donc c'est le frère qui parle, il y en avait une femme qui avait bravé l'interdit, une femme qui avait fait honte à ses oncles et cousins, une femme qui avait eu le courage, une femme qu'on enviait mais qu'on désapprouvait, une femme dont on disait qu'elle était folle. Finalement, il suffisait d'être folle pour aller à ce concert ou simplement être Malika Domran. Mon cousin était comme sur un nuage. Il ne répondait pas à nos nombreuses questions. Il était comme hypnotisé ou embouté. Ses yeux brillaient, sa démarche était devenue légère, il était parti en sifflotant. Depuis ce jour-là, mon cousin ne jurait que par la beauté de Malika Domran. Il voulait se marier avec une femme comme elle ou rien. Possible? Vous voulez savoir à quel âge il s'est marié?
Bah, il s'est marié presque à 60 ans. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'il voulait que ce soit Malika Domran ou rien. Donc, mais oui, vous voyez un peu la violence de la situation. Une femme venait chanter à Gbou et les femmes n'avaient pas le droit d'aller au concert. Et il n'y avait que les hommes qui allaient. Les hommes, ils sont partis au concert en nombre. Et donc, mes sœurs, les voisines, elles sont restées l'oreille collée aux persiennes pour pouvoir entendre si le vent voulait bien ramener quelques notes de musique jusqu'à nous. Et j'ai trouvé, quand j'étais petite, et même aujourd'hui, je trouve que c'est une injustice effroyable. Des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes, que leurs sœurs aillent à un concert, mais eux, ils vont à un concert où ils vont aller voir une femme chanter, et en plus Malika Domran. Donc, du coup, quand on est jeune, quand on est petite, déjà, on est... Cette situation, on la trouve très, très, très injuste. Et on ne comprend pas ces hommes-là qui veulent aller faire la fête tout seuls. Et qui ne veulent pas prendre leur fille avec eux, ou leur femme, ou voilà, nous on était tellement contentes que ce soit une femme qui vienne chanter, c'était pour le 20 août. Et pourquoi on ne nous avait pas laissé aller et voir ce concert? Je vais vous poser une dernière question. On va avancer parce que le temps passe et pour qu'on ait le temps un peu de discuter avec la salle. Parce que dans ce livre, vous abordez pas mal d'autres sujets, notamment l'Algérie plurielle, ce que Tassalit Yassine appelle dans sa préface un récit qui met le doigt sur les trous d'une mémoire plurielle endolorie. Donc il y a beaucoup d'aspects de souvenirs qui portent cette mémoire endolorie. Le réveil d'une conscience écologique après un génocide de fourmis, Bessal, je laisse les futurs lecteurs deviner. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est le dernier chapitre qui s'appelle l'adieu à l'enfance. Et l'adieu à l'enfance, c'est parce que le corps se transforme, le corps de la fillette se transforme, et c'est le corps qui est comme une sorte de trahison fait qu'on quitte l'enfance. Juste un petit paragraphe. Silence, ça pousse. Les filles commençaient à avoir des formes, les garçons des poils sur le visage. Leur voix commençait à muer. On nous laissait de moins en moins sortir. On nous envoyait de moins en moins faire des courses. Les garçons ne jouaient plus avec nous. D'autonomes, nous étions passés à dépendantes, soumises et réduites à la servitude totale. J'en voulais à mon corps de me trahir, j'en voulais à mon corps de changer, de pointer les formes. Même le fer à repasser ne pouvait rien y faire. Ça poussait quand même. Quand le corps change et qu'on devient une petite jeune fille, après une femme, tout devient interdit. On n'a plus le droit de sortir, on n'a plus le droit d'aller chez Chaben ou Galaba, on n'a plus le droit d'aller faire les courses pour notre maman. Donc, il y a encore cette injustice-là qui revient. Et il y a encore cette injustice qu'on ne comprend pas. On a presque envie de ne plus grandir et de ne pas grandir. D'ailleurs, une de nos copines était venue un jour très contente. Très très contente. Elle nous a dit, je suis partie à Alger pour voir le médecin. Il m'a annoncé que j'allais pas grandir. Donc, pourquoi elle n'allait pas grandir? Parce qu'elle était atteinte de nanisme.
Et nous aussi, on ne voulait pas grandir, on voulait être naines toutes pour rester toute petite et pouvoir sortir et pouvoir continuer à vivre notre vie de fille. Mais vous voyez la violence de la situation. Donc c'est pour ça que je dis l'adieu à l'enfance et je raconte l'histoire de cette fille qui a été surprise. Je vais pas quand même vous raconter tout le livre, sinon vous n'allez pas les jeter. Donc cette fille qui n'est plus allée à l'école parce que son père l'a surprise en train d'échanger une lettre avec son amoureux de l'époque, parce qu'avant c'était les lettres, maintenant c'est les SMS et WhatsApp. Avant nous c'était les lettres, c'était des fois c'était 10 pages. Et ceux qui n'ont pas vécu ça, franchement, c'est triste. Parce que si un garçon vous écrit ça, C, V, B, 1, c'est pas de la littérature, ça va bien. Alors que nous, on a eu la chance d'avoir des lettres entières. Bon, j'en ai pas trop eu quand j'étais jeune, hein, parce que là, je suis pas. Donc, là, je rigole. Le livre il commence par une femme qui s'appelle Danielle Min, qui s'est battue pour la liberté de ce pays-là. Et elle s'est battue pour la liberté de ce pays en tant que femme. Et le livre, il se termine par l'histoire d'une fille qui ne va plus aller à l'école parce que son père l'a surprise. Il n'a pas vu la lettre passer, hein. Elle a été très rapide. Il a juste vu parler avec un garçon. Et donc elle n'a pas eu la chance d'aller plus que la 5e. Et elle n'a pas eu la chance d'avoir son nom brillé sur le fronton d'une école, alors qu'elle avait les capacités et elle aurait pu le faire. Donc ça m'a beaucoup rendu triste de terminer ça. Donc on dit adieu à l'enfance, donc l'adieu à l'enfance, le livre il s'est terminé comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai commencé à écrire le livre et j'ai terminé, j'ai écrit le début et la fin et j'ai développé au milieu, au gré des souvenirs qui sont arrivés à moi et au sujet aussi que j'avais envie de traiter, de parler de Chedli, de parler de Boumediene, de parler de la révolution agraire, de parler d'identité, de parler de tous ces sujets-là. Et je ne voulais pas aller dans le mélodrame. Je voulais que ça soit léger, que tout le monde puisse le lire. Et je ne voulais pas, quand on sort du livre, on sort avec de belles émotions quand même, avec une énergie positive. Si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions, c'est le moment, avant qu'on ait plus de micro, plus de lumière, plus d'électricité. Voilà, ça ne va pas se terminer. Donc si vous avez des questions, dépêchez-vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'attends. Est-ce
que vous, je pense que vous avez et il n'y en a pas un qui n'a pas reçu. Oui, monsieur Ben, allez-y. Non, peut-être comme ça. Ça va. Oui, c'est Comme on a beaucoup ri, on va continuer. Tu as dit à un moment que tu aimais toutes les graines. Mais tu aimais toutes les graines. Mais tu sais bien qu'il y a de sales graines. Question de poète. On prend une autre question si tu veux, comme ça, si pendant que ça marche. Si elle n'a pas, allez-y. Voilà. Il y a une derrière. Ma question, c'est en fait à propos du contexte. Le micro, c'est bon. Oui. Donc le contexte, on voit donc qu'Agbou était une ville très conservatrice. Oui. Très très conservatrice, hein. N'est-ce pas? Oui. Alors que dans les villages, il y avait plus de liberté, je pense. Hein. Oui. Il y avait plus de liberté. D'ailleurs, jusqu'à présent, on voit dans certains villages, moi je suis marié avec une fille de Fethoun. Et je vois que Fethoun, les femmes sortaient, elles fêtaient le 20 avril, elles organisaient des manifestations, des expositions, ce qui n'était pas le cas à Agbou. D'accord? Oui, ce qui n'était pas le cas. Mais il faut reconnaître quand même que ça a changé. N'est-ce pas? Regardez maintenant l'équipe de football, les équipes de foot qui sont les meilleures, elles viennent d'Agbou, les équipes féminines. Hein? D'accord? Donc, peut-être que les grains que vous avez semés, parce que Ben, il est un peu, comment dire, pessimiste en parlant de graines. Mauvaise graine. De mauvaises graines, mais c'est surtout qu'il y a eu de bonnes graines aussi. Des femmes comme vous, comme beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, Daniel Mine, on a donné son nom à l'école des filles, parce que c'était l'école de filles. Hein. Oui. Même s'il y avait quelques garçons de Tekhamine, hein, notamment, qui étaient là-bas. Mais il n'empêche que c'était rare qu'une école porte le nom d'une femme, à part femme Soubel ou quelle autre femme qui était connue. Donc voilà, les choses ont changé, ont évolué grâce à beaucoup de choses. Et donc Agbou maintenant est devenue quand même une ville plus ouverte, plus accueillante. D'accord? Ce conservatisme a disparu quelque peu, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Hein, il reste beaucoup à faire. Voilà ce que je voulais dire, juste situer le contexte et voir un peu s'il y a eu, si les graines ont fait pousser de bonnes choses, et c'était le cas. Et c'est le cas. Voilà pour les graines. Je vais répondre à cette question pour que je n'oublie pas. Et après, on va prendre les autres questions. Alors, les mauvaises graines, je suis d'accord. Bien sûr qu'il y a des mauvaises graines. Mais heureusement que Est-ce que ma réponse... Non, moi, le problème, c'est que tu as dit « j'aime toutes les graines ». Même les mauvaises. Hein? Même les mauvaises. Ah oui, c'est compris. Même les mauvaises, parce que oui. il y a aussi les mauvaises. Il est là, il n'y peut rien. J'y peux rien. Franchement, je suis vraiment désolé là. C'est la CDI. Mais Sima vient de donner ma réponse. Elle dit parce que tu as la main verte. Donc, tu transformes ces graines. Ah, donc Vous transformez le blanc en or. Moi, j'aime toutes les graines parce que une plante, même si c'est une mauvaise herbe, elle nous donnera quand même de l'oxygène. Donc même si c'est une mauvaise herbe, parce qu'on va dire que c'est une mauvaise herbe, voilà, elle ne va pas nous déranger, mais elle donnera quand même de l'oxygène. Et je vous ai dit,
ولاش عينون زميرة راه غتنلقم دونك ما تلقمت كاع الحاجة زعما تصوف غوض الحاجة غنظن يقلعان donc voilà vous êtes poète et je veux aller dans votre poésie et dire que ولا شيء مزبل على ما فينا رجلا donc il faut juste y travailler. Après il a parlé d'Akbou parce qu'il connaît Akbou et c'est vrai que c'est une société qui était très conservatrice, mais il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui ont fait que cette société soit comme ça. D'abord, les femmes, dans des villages, les femmes, elles ont plus de liberté que dans cette ville-là. Ah, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une caserne de l'armée française, juste. C'est bien ça. C'est bien ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Toutes les villes de la Souma. Je continue. Oui. Toutes les villes de la Souma, Sidi Aïch, Tezmed, L'Aqsa, Wadamizor, il n'y a que Béjaïa, Gaït, et encore, j'ai fait le lycée de Gaït quand même, j'ai fait 2 ans. Le lycée de Gaït, il y avait un lycée de filles, un lycée de garçons, et Ben Sina et Ahmed. C'était conservateur, il faut dire. Mais les choses ont évolué, heureusement, hein, elles ont évolué. Oui, après, Akbou aussi, c'était devenu une petite ville parce qu'il y avait un hôpital, parce qu'il a le dentiste, parce qu'il a trouvé, parce qu'il s'est ça fait ça c'est des baraniens soins donc des baraniens alors que peut-être tout le monde se connaît et tout le monde est de la même famille donc moi je dis probablement ça a joué un rôle dans le confinement des femmes. Parce qu'il y a eu une époque où les femmes, pour ma grand-mère ou mon arrière-grand-père, grand-mère, elles allaient à Théla. Hein. Vous connaissez la rue des Fontaines, Théla en Tarifa, c'était là-bas qu'elles allaient laver leur linge. Mais après, dans les années 70-80, on a eu les robinets à la maison, on a eu de l'eau à la maison. Les femmes, elles ne sortaient plus pour aller à la fontaine. Mais c'est vrai que cette région-là, elle est très, très conservatrice et qu'il le souligne bien. Et heureusement que les choses ont commencé à changer. Et pour vous dire aussi, moi, mes 2 grands-mères, elles sont natives d'Akbou, ville. Elles ont été à l'école. Elles ont été à l'école des filles. Et après, leur père, mon arrière-grand-père, il les a emmenés à Béjaïa pour faire le collège. À l'époque, mes tantes qui ont aujourd'hui plus de 70 ans, c'était les seules filles parce qu'il n'y avait pas de lycée à Akbou. C'était les seules filles qui ont été les seules, je ne sais pas si c'est les seules, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont été faire leur lycée à Sétif, parce que Akbou dépendait de Sétif. Donc il y avait quand même des familles qui résistaient. Donc aujourd'hui, j'ai une tante qui est médecin et une autre qui a fait des études de droit. Voilà, il y avait quand même des petites ouvertures. Mais après, c'est vrai que la société, elle était vraiment renfermée. Mais Madeleine et Madame Cécile, elles avaient tous les droits, elles sortaient. Ce qui n'était pas le cas de nos grands-mères ou de nos mères. On l'acceptait facilement. Ça, c'est une question, je crois que j'ai répondu. Oui. On va prendre encore 2 questions. Voilà, des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
c'était juste pour avoir une précision sur vous avez dit. J'entends vraiment Ah, ça sert à rien, ça. Mais non, c'est juste une question, enfin une précision. Vous avez dit l'école que vous fréquentiez avec pour nous d'Annelmy. Alors, c'était sous la colonisation. Je comprends pas très bien. Vous aviez 8 ans en 1980, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais ce nom-là, c'était un nom français. Et il était gardé après l'indépendance? Si, bien sûr qu'il est gardé jusqu'à présent. Hein. Non, mais il a été donné après l'indépendance. Ah non, c'est après l'indépendance. C'est une... En fait, comme c'est un nom français, j'étais intriguée vu l'arabisation. Ah non. Donc il est resté. Et d'ailleurs, à Bobigny, il y a 2 mois, il y avait des fachos qui sont allés démolir le monument, parce qu'on lui a fait un monument il n'y a pas longtemps à Oui, il y a une maison. Les fachos sont allés détruire ce monument-là au nom Donc c'est une femme qui appartient. Non, mais c'est parce qu'il y avait un élément historique qui me manquait. Voilà, qui me manquait et j'étais intriguée par le fait que. Elle a des communistes. Elle a signé des papiers dans la revue à Wells, le nom de Jamila Amram. Oui, Jamila Amram. D'accord. Donc c'était une militante indépendantiste. Voilà. Mais comme vous ne l'aviez pas dit dans le. Peut-être que vous l'avez dit dans le livre, naturellement. Mais donc j'étais restée un peu intriguée. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce nom de femme française, enfin de nom français, sur une école en Algérie indépendante. Donc c'était là la précision que je voulais avoir. Et puis alors une question. Sur votre ouvrage fait donc une analyse de la société kabyle profonde, hein, si on peut dire, de relater cette société profonde kabyle de la vallée de la Soumam à laquelle j'appartiens. Je connais ce que vous avez vécu. Et je me posais la question de savoir. Donc entre les années 80, c'est là que vous situez à peu près la période. Là, nous sommes en 2024. Je me demande, parce que je sais qu'il y a un bouleversement social, un bouleversement culturel, dans des mœurs, hein, je ne parle pas de... Dans les mœurs en Kabylie, quand je vois ma famille qui est restée, qui vit là-bas, qui n'a jamais quitté Elkseur, les environs, ce que je vois ou que j'entends, parce que je n'y suis pas allée depuis des décennies, me semble totalement bouleversé par rapport à ce que vous racontez. Les femmes sortent, donc à Elkseur, les femmes ne sortaient pas à mon époque, et elles sortent, elles ont des voitures, elles circulent, elles font leur marché, elles vont même au souk des hommes, ce qui est quand même assez paradoxal. Et les jeunes filles vont toutes à l'école, bon, ça c'est l'indépendance qu'il a réalisée, l'obligation scolaire des filles comme des garçons. Et ce bouleversement-là, je ne sais pas si ça vous donne envie d'aller, évidemment c'est peut-être plus votre enfance, mais d'autres enfances, parce que moi ça m'intrigue beaucoup. On a un temps si court, la Kabylie est totalement transformée, alors pour le pire et pour le meilleur, parce qu'il y a évidemment une plus grande liberté individuelle, les garçons comme les filles, et au bénéfice des filles, mais il y a une terrible perte des références identitaires dont vous parliez tout à l'heure, de tout ce qui a fait le tissu de l'identité, de la culture kabyle. Je ne dis pas qu'il faut remettre les femmes dans les maisons pour retrouver la pureté de l'identité kabyle, mais c'est intéressant, et comme vous êtes romancière, je me disais, bon voilà, est-ce que vous êtes un peu curieuse de cet aspect-là? Est-ce qu'on peut donner le micro aux 2 personnes? Je vais prendre les 2 dernières questions. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre présentation du livre. Ça donne vraiment. Alors, on va essayer de parler plus près de. Il faut que je le colle. Là, ça marche? Oui, ça marche là, oui. Du coup, je disais que je vous remercie pour la présentation du livre. Ça donne vraiment envie de le lire. Ma question, c'est que c'est votre premier livre.
vous avez décidé d'écrire votre histoire d'enfance, on sait que certaines émotions de l'enfance sont refoulées dans le subconscient et que l'adulte, plus tard, il est armé, bien développé, pour affronter ses peurs, son subconscient, qu'il a refoulé pendant toute son enfance. Ma question, c'est que je voulais savoir, comme c'est votre premier livre, est-ce que c'est une sorte de thérapie aussi pour vous? C'est pour ça que vous avez décidé de commencer par ça. Voilà, je vous laisse répondre. On va reprendre le micro. C'est le micro qui marche quand il veut. C'est pour vous. La première question, oui, je racontais les années 70 et 80, et justement cette génération de femmes qui sont plus libres maintenant, qui conduisent, qui travaillent, qui ont une certaine liberté. Et je voulais qu'elles sachent par où leur mère et leur grand-mère étaient passées. Et que cette liberté qu'elles ont acquis, leur mère et leur grand-mère l'ont payé cher. Et je voudrais aussi que cette liberté-là qu'elles ont aujourd'hui, qu'elles ne se disent pas qu'elle a été acquise facilement, et voilà, et surtout qu'elles ne la perdent pas. Parce que je sais qu'il y a certains courants qui leur font perdre beaucoup de liberté. Et je trouve que c'est vraiment dommage de faire un retour en arrière. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que vous avez été tellement longue que à un certain moment, j'ai perdu. Non, mais monsieur, vous avez répondu. J'ai perdu d'Ariane. C'est le côté thérapeutique, ça? C'est le côté thérapeutique du livre? Non. Pas du tout. Parce que c'était pas du tout un côté thérapeutique. Parce que je ne sens pas que j'ai vécu la chose comme le vivaient toutes les autres filles. C'était normal pour moi. C'était pas, j'en ai pas souffert plus que les autres femmes. C'est pas du tout dans un but thérapeutique. En fait, il y a certaines personnes qui écrivent dans un but thérapeutique, justement, pour se sentir mieux après et tout ça. Moi, c'est pas du tout ça. J'ai écrit pour transmettre, pour figer une partie d'une histoire, de cette histoire-là de laquelle il dit, dont personne n'a parlé encore. Donc, du coup, c'est écrire pour transmettre. Et pour, si quelqu'un d'autre aujourd'hui vient écrire l'histoire que j'ai vécue moi, et qu'il l'a travestie, je ne serais pas contente. Donc je préfère écrire moi-même ce que j'ai vécu. Donc c'est pas du tout un but thérapeutique. Et on me l'a déjà posé cette question, et j'avais eu une psychologue qui m'avait posé une question pareille. Donc voilà, je réponds vraiment à votre question en toute sincérité. Non, pas du tout. C'est plus dans un but de transmission. Et parce voilà. qu'encore on sentait beaucoup, vous n'arrivez pas de dire injustice, l'injustice. Il est tard, je suis harcelé par tous les camarades de la CB qui me demandent d'arrêter. Je vous propose de nous retrouver à l'étage supérieur. On continuera à discuter de manière un peu en aparté, de vous faire dédicacer le livre et de vous prendre le verre de lumière. Nous vous remercions.